Vous croyez connaître la vie des autres? Vous pensez savoir ce qui se cache derrière les portes closes des immeubles bourgeois? Détrompez-vous. Il existe des mondes invisibles, des existences discrètes, des cœurs qui battent en silence. Cette histoire est celle de Véronique, une femme dont la vie va vous bouleverser. Accrochez-vous car ce qu'elle va découvrir risque de changer sa vie, et peut-être la vôtre. Véronique, une silhouette effacée dans le décor parisien. Chaque matin, le soleil se levait sur son appartement modeste, éclairant les murs défraîchis et les meubles usés par le temps. Elle se levait avant l'aube, le dos déjà courbé par les années et les efforts. Son premier geste était toujours le même. Vérifier que Marie, sa mère, dormait paisiblement. Marie, alitée depuis des mois, était tout ce qui restait de sa famille. Véronique était femme de ménage. Son univers, c'était les couloirs feutrés, les appartements cossus, les sourires polis et les regards indifférents des habitants d'un immeuble bourgeois du 16e arrondissement. Elle connaissait les moindres recoins de cet endroit, les secrets cachés derrière les portes vernies, la poussière qui s'accumulait dans les bibliothèques remplies de livres qu'elle n'aurait jamais le temps de lire. Elle passait ses journées à nettoyer, à astiquer, à faire disparaître les traces du passage des autres. Un travail ingrat, souvent méprisé, mais qui lui permettait de subvenir aux besoins de sa mère. Elle était invisible, une ombre qui se fondait dans le décor. Les habitants la croisaient sans la voir, sans un mot, sans un regard. Elle était simplement la femme de ménage. Ses journées étaient longues et épuisantes. Elle portait des seaux lourds, frottait les parquets, vidait les poubelles. Ses mains étaient abîmées, ses articulations douloureuses. Mais elle ne se plaignait jamais. Elle acceptait son sort avec une résignation douce et amère. Le soir, après avoir soigné sa mère, préparé un repas frugal et écouté ses histoires, Véronique s'effondrait sur son lit. Elle rêvait parfois d'une autre vie, d'un monde plus juste, d'un peu de reconnaissance. Mais au réveil, la réalité la rattrapait, implacable. Ses préoccupations étaient simples: payer le loyer, acheter les médicaments de sa mère, trouver de quoi manger. L'inquiétude était son lot quotidien. Comment faire face aux dépenses imprévues? Comment assurer l'avenir de Marie? Un espoir fragile persistait malgré tout, la flamme ténue d'un amour filial indéfectible. Un jour, alors qu'elle nettoyait le bureau d'une des secrétaires de l'immeuble, un document attira son attention. Un simple papier, à moitié caché sous une pile de dossiers. Quelque chose d'étrange, d'inhabituel. Un nom, une date, un montant, un détail insignifiant peut-être, mais qui piqua sa curiosité. Un détail qui allait peut-être changer sa vie à jamais. Véronique plia et replia le document, ses mains tremblantes. Le nom d'Édouard, son patron, y figurait, suivi d'une somme astronomique et d'une date récente. Marina, la secrétaire d'Édouard, celle qui la toisait toujours avec un sourire condescendant, était également mentionnée. Des virements, des comptes offshore, des mots qu'elle ne comprenait pas vraiment, mais qui sentaient mauvais, très mauvais. Son cœur battait la chamade. La peur, froide et visqueuse, l'envahissait. Que devait-elle faire? Révéler cette découverte? À qui? La police? Édouard lui-même? L'idée la terrifiait. Elle n'était qu'une femme de ménage, une ombre. Qui la croirait? Et si elle se trompait? Et si elle mettait sa vie et celle de Marie en danger? Elle repensa à Marina, toujours impeccable, toujours sûre d'elle. Elle avait vu, plus d'une fois, son regard méprisant se poser sur elle. Elle se souvenait de ses remarques acerbes, de ses allusions subtiles à sa condition modeste. La colère monta en elle, une colère sourde et bouillonnante. Mais la peur était plus forte, la peur de perdre son emploi, le seul revenu qui lui permettait de nourrir Marie et de payer le loyer. La peur des représailles, des menaces, de l'inconnu. Elle imaginait les scénarios les plus sombres, Marie malade, sans médicaments, à la rue. La panique l'étranglait. Elle rangea le document dans son sac, le cœur lourd. Elle se sentait piégée, coincée entre son sens de la justice et sa peur des conséquences. Elle savait que garder le silence ferait d'elle une complice, mais elle ne se sentait pas la force de faire autrement. Elle était si petite, si fragile, face à une telle puissance. Le soir, dans son petit appartement, elle n'arrivait pas à manger. Marie la regardait avec inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Tu as l'air soucieuse. » Véronique hésita.
Devait-elle lui en parler? Non, pas encore. Elle ne voulait pas l'inquiéter davantage. Rien, maman. Je suis juste un peu fatiguée. Elle lui sourit, un sourire forcé qui ne trompait personne. Marie prit sa main, sa peau fine et ridée contrastant avec la sienne, abîmée par le travail. Tu sais, ma fille, il y a des choses plus importantes que la sécurité. Il y a la vérité, la justice. Il faut faire ce qui est juste, même si c'est difficile, même si ça fait peur. Ces paroles résonnèrent dans le cœur de Véronique. Elle leva les yeux vers sa mère, ses yeux bleus remplis d'une sagesse infinie. Un espoir timide renaissait en elle. Peut-être que Marie avait raison. Peut-être qu'elle n'était pas aussi faible qu'elle le pensait. Peut-être qu'elle avait le courage de faire face à la vérité, quelle qu'elle soit. Mais la peur persistait, tenace et insidieuse. La nuit serait longue, remplie de doutes et d'incertitudes. Comment trouver la force de faire ce qui était juste, quand tout en elle la poussait à se cacher, à se taire, à rester invisible? La réponse, elle le savait, se trouvait au plus profond de son cœur. Mais encore, fallait-il avoir le courage de l'écouter? Véronique se sentait tiraillée. Les paroles de sa mère résonnaient en elle, mais la peur, comme une ombre tenace, refusait de la quitter. Elle passa une nuit blanche, le regard fixé sur le plafond, les pensées tourbillonnant dans sa tête. Le lendemain matin, au bureau, l'atmosphère était pesante. Marina, comme à son habitude, la dévisagea avec un mépris à peine dissimulé. Véronique baissa les yeux, mais cette fois, une étincelle nouvelle brillait au fond de son regard. Alors qu'elle nettoyait le bureau de Camille, une autre secrétaire, elle sentit une main se poser sur son épaule. « Véronique, attends un instant. » Camille avait une expression grave. Elle était plus jeune que Véronique, mais son regard clair trahissait une intelligence vive. « J'ai vu ton visage hier. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tu sais, je ne suis pas aveugle. J'ai aussi remarqué certaines choses, des choses étranges qui se passent ici. » Véronique se figea. Elle n'avait jamais parlé à Camille. Elle la trouvait distante et inaccessible. « De quoi parlez-vous » murmura-t-elle, la voix tremblante. Camille baissa la voix. « Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais je sens qu'il y a quelque chose de louche avec les comptes. Marina est toujours sur le dos d'Édouard, et il semble de plus en plus nerveux. Et j'ai entendu des bribes de conversation, des mots comme paradis fiscal, transfert. Ça ne sent pas bon. » Véronique sentit son cœur battre la chamade. Elle n'était pas seule. Quelqu'un d'autre avait remarqué les anomalies. « Vous pensez qu'il y a quelque chose d'illégal » Camille hocha la tête. « Je ne peux pas l'affirmer, mais j'ai des doutes. Et toi, Véronique, tu as vu quelque chose ?» Véronique hésita. Avait-elle vraiment le courage de se confier à Camille? Mais le regard franc et honnête de la jeune femme la rassura. « Oui, » finit-elle par avouer, « j'ai trouvé des documents, des preuves. » Camille écarquilla les yeux. « Des preuves? Où ?» Véronique lui expliqua brièvement sa découverte. Camille l'écouta attentivement, le visage de plus en plus grave. « Il faut faire quelque chose, Véronique. Ce n'est pas juste. Ils ne peuvent pas s'en tirer comme ça. »« Mais j'ai peur, » avoua Véronique. « Marina est si puissante. Et Édouard, je ne sais pas ce dont il est capable. » Camille lui prit la main. « Je comprends, mais tu n'es pas seul. Je suis là. Je vais t'aider. On peut trouver un moyen de révéler la vérité sans se mettre en danger. » Les paroles de Camille réchauffèrent le cœur de Véronique. Pour la première fois depuis des jours, elle sentit un espoir véritable renaître en elle. Elle n'était plus seule face à l'injustice. Le soir, de retour chez elle, Véronique trouva Marie assise dans son fauteuil, un livre à la main. Elle avait l'air fatiguée, mais son sourire était toujours aussi doux. « Alors, ma chérie, comment s'est passée ta journée ?» demanda Marie. Véronique s'assit à côté d'elle et lui raconta sa conversation avec Camille. Elle lui expliqua ses doutes, ses peurs, mais aussi son espoir renouvelé. Marie l'écouta attentivement, sans l'interrompre. Quand Véronique eut fini, elle lui prit la main et la serra fort. « Tu vois, ma fille, je savais que tu avais cette force en toi. Camille est une bonne personne, je l'ai toujours su. Écoute ton cœur, Véronique. Fais ce que tu crois juste. » Les paroles de sa mère, le soutien de Camille. Véronique sentit une vague de courage l'envahir. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle devait parler à Édouard, même si cela lui faisait peur, même si cela représentait un risque énorme. Elle ne pouvait plus rester silencieuse.
Elle ne pouvait plus se cacher. Il était temps d'agir. La nuit, elle se prépara mentalement. Elle répéta les mots qu'elle voulait dire à Édouard, les arguments qu'elle allait utiliser. Elle savait qu'elle devait être forte, déterminée, inébranlable. Elle savait qu'elle devait se battre pour la vérité, pour la justice, pour sa mère, pour elle-même. Le lendemain matin, elle se leva avant l'aube. Elle prit une douche, s'habilla avec soin et se maquilla légèrement. Elle voulait être prête, tant physiquement que mentalement. En sortant de chez elle, elle respira profondément. L'air était frais et vif. Elle leva les yeux vers le ciel. Le soleil commençait à peine à se lever, illuminant l'horizon de couleurs chaudes et dorées. Elle se sentait nerveuse, mais aussi déterminée. Elle avait peur, mais aussi du courage. Elle savait que le chemin serait difficile, mais elle était prête à le parcourir. Elle savait qu'elle faisait la bonne chose. Elle arriva au bureau avant tout le monde. Le bâtiment était silencieux et désert. Elle monta à l'étage d'Édouard et se dirigea vers son bureau. Elle hésita un instant devant la porte. Elle prit une profonde inspiration et frappa. « Entrez !» répondit une voix. Véronique ouvrit la porte et entra. Édouard était assis à son bureau, le visage fatigué. Il leva les yeux et la fixa, surpris. « Véronique, qu'est-ce que vous faites ici si tôt ?» Véronique planta son regard dans le sien. « Je dois vous parler, monsieur. » Édouard fronça les sourcils. « De quoi s'agit-il ?»« Il s'agit de ce que j'ai découvert dans vos dossiers, » répondit Véronique, la voix ferme. « Je sais ce que vous faites. » Véronique planta son regard dans celui d'Édouard. Son cœur bat la chamade, une symphonie de peur et de détermination. Elle sent la sueur froide perler sur son front, mais elle refuse de baisser les yeux. « Je dois vous parler, monsieur. » Sa voix tremble légèrement, mais elle se reprend aussitôt. Ce n'est pas le moment de faiblir. Édouard fronça les sourcils, visiblement agacé par cette interruption matinale. De quoi s'agit-il ? Il y a une pointe d'impatience dans sa voix. Il est clairement pressé et n'a pas de temps à perdre avec elle. Véronique sent une bouffée de chaleur lui monter aux joues. Elle serre les poings pour se donner du courage. « Il s'agit de ce que j'ai découvert dans vos dossiers, » répond-elle, la voix plus ferme cette fois. « Je sais ce que vous faites. » Le visage d'Édouard se fige. La surprise laisse place à une expression indéfinissable, un mélange de colère et d'appréhension. Il se redresse sur sa chaise, son regard perçant fixé sur Véronique. « De quoi parlez-vous, Véronique ? Je ne comprends pas. » Il essaie de garder son calme, mais elle perçoit une légère nervosité dans sa voix. Véronique respire profondément. C'est le moment. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Je parle des factures falsifiées, des transferts d'argent suspects, des comptes cachés, énumère-t-elle, chaque mot pesant comme une pierre. Je parle de la fraude, monsieur, et Marina est impliquée. Édouard reste silencieux un instant, comme s'il essayait d'assimiler ce qu'elle vient de dire. Puis il éclate de rire, un rire forcé, sans joie, qui sonne faux. Vous plaisantez, j'espère ? Véronique, vous délirez. Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. Il la regarde avec un mélange de pitié et de condescendance. Je ne plaisante pas, monsieur. J'ai des preuves, des documents, des copies, des dates, des montants. Tout est là. Véronique sort de son sac une clé USB et la pose sur le bureau. Tout ce que vous avez essayé de cacher, je l'ai trouvé. Édouard la regarde avec une fureur froide dans les yeux. Vous osez me menacer, Véronique? Vous, une simple femme de ménage? Son ton est méprisant, menaçant. Véronique sent la peur la gagner, mais elle refuse de reculer. Elle a promis à sa mère, à Camille, à elle-même, qu'elle irait jusqu'au bout. Je ne vous menace pas, monsieur, je vous informe. Je sais que vous avez fait des choses illégales, et je ne vais pas me taire. Elle sent son cœur battre si fort qu'elle a l'impression qu'il va lui sortir de la poitrine. Édouard se lève de sa chaise et fait le tour de son bureau. Il se rapproche de Véronique, son visage tout près du sien. Elle sent son souffle chaud sur sa peau. Écoutez-moi bien, Véronique, vous n'avez aucune preuve de quoi que ce soit, et même si vous en aviez, personne ne vous croirait. Vous n'êtes rien, une ombre, invisible, personne ne vous écoutera. Ces paroles sont comme des coups de poignard. Véronique sent les larmes lui monter aux yeux, mais elle les retient. Elle ne lui donnera pas cette satisfaction, elle ne lui montrera pas sa faiblesse. Je ne suis peut-être qu'une femme de ménage, monsieur, mais je ne suis pas invisible, et je ne vais pas me taire. Elle relève le menton, son regard défiant. Édouard la fixe longuement, son visage rouge de colère. Puis, il recule d'un pas. « Très bien, Véronique. Nous verrons bien qui aura le dernier mot. » Il se rassied à son bureau et prend son téléphone.
Maintenant, sortez de mon bureau. Véronique sait qu'elle vient de franchir un point de non-retour. Elle a osé défier Édouard, elle a osé l'affronter, elle a quitté sa zone de confort, elle s'est lancée dans l'inconnu. En sortant du bureau, elle sent un mélange de peur et d'excitation. Elle a peur de ce qui va arriver, des conséquences de ses actes. Mais elle est aussi excitée, galvanisée par l'idée d'avoir enfin fait quelque chose pour se battre contre l'injustice. Elle sort de l'immeuble, respire profondément l'air frais du matin. Le soleil brille, illuminant la ville. Elle se sent plus vivante que jamais. Elle sait que la bataille ne fait que commencer. De retour chez elle, Véronique se sent épuisée mais déterminée. Elle repense à la confrontation avec Édouard. Sa réaction l'inquiète, mais elle ne regrette rien. Elle a dit la vérité, et c'est le plus important. Elle appelle Camille et lui raconte tout. Camille est choquée, mais la soutient à 100%. Ensemble, elles décident de mettre leur plan à exécution. Le lendemain, Véronique se rend au commissariat. Elle hésite un instant devant la porte, puis prend une profonde inspiration et entre. Elle est prête à tout pour que justice soit faite. Pendant ce temps, au bureau, Édouard est en pleine panique. Il sait que Véronique possède des preuves accablantes. Il doit agir vite pour se protéger et protéger Marina. Il appelle son avocat et lui explique la situation. Ensemble, ils élaborent une stratégie pour discréditer Véronique et étouffer l'affaire. La réaction initiale d'Édouard est l'incrédulité. Il n'arrive pas à croire qu'une simple femme de ménage ait osé le défier. Il est convaincu qu'il va pouvoir la faire taire facilement. Mais, au fond de lui, il sent une inquiétude grandissante. Il sait que Véronique est plus forte et plus déterminée qu'il ne le pensait. Et il sait que cette affaire risque de lui coûter cher. Véronique sentit le sol se dérober sous ses pieds. Édouard, cet homme qu'elle avait cru connaître, la regardait avec un mépris glacial. « Vous n'êtes qu'une petite bonne femme, Véronique. Vous ne me ferez pas peur. » Ces mots, acérés comme des couteaux, la blessèrent profondément. Elle avait osé lever les yeux, osé dénoncer l'injustice, et voilà le prix à payer. Les jours suivants furent un cauchemar. Marina, la complice d'Édouard, s'acharna sur elle. Des rumeurs malveillantes se propagèrent dans l'entreprise. Véronique se sentait isolée, pointée du doigt. Un matin, la sentence tomba. Elle était licenciée. Réorganisation interne, avait dit le directeur, les yeux fuyants. Véronique savait que c'était Édouard qui tirait les ficelles. La précarité la guettait. Les factures s'accumulaient, le frigo se vidait, et puis, ce fut le coup de grâce. Sa mère, Marie, tomba malade. L'inquiétude la rongeait, le désespoir la paralysait. Elle se sentait impuissante, seule face à l'adversité. Mais Véronique n'était pas du genre à se laisser abattre. Elle se souvenait des paroles de sa mère. « Ma fille, même dans l'obscurité, il y a toujours une étincelle d'espoir. » Alors, elle se releva, déterminée à se battre. C'est à ce moment-là que Camille entra en scène. Camille, une ancienne collègue, avait toujours été gentille avec Véronique. Elle avait vu la détresse dans ses yeux et avait compris ce qui se passait. « Véronique, je sais ce qu'Édouard vous a fait. Je suis là pour vous aider. » Camille était une femme discrète, mais efficace. Elle avait des contacts, des informations, et surtout, elle croyait en Véronique. Ensemble, elles se lancèrent dans une course contre la montre pour rassembler des preuves. Camille l'aida à éplucher des documents, à contacter d'anciens employés, à décrypter les manigances d'Édouard. Leur travail était acharné, risqué, mais elles étaient soudées par une même conviction. La vérité devait éclater. Camille lui apporta non seulement une aide précieuse, mais aussi un soutien moral indispensable. Elle était une bouffée d'air frais dans cet océan de désespoir. Véronique découvrit alors une force qu'elle ne soupçonnait pas. Elle apprit à faire confiance, à s'appuyer sur les autres. Elle comprit que la solidarité était une arme puissante contre l'injustice. Un soir, alors qu'elles examinaient des relevés bancaires suspects, Camille eut une idée. « Véronique, il faut infiltrer l'entreprise d'Édouard. C'est là que nous trouverons les preuves irréfutables. » Ses yeux brillaient d'une lueur d'audace. Véronique, hésitante au début, sentit une vague d'excitation la parcourir. Le défi était immense, mais la perspective de faire tomber Édouard était trop tentante. « Comment allons-nous faire ça, Camille ?» demanda-t-elle, le cœur battant. Camille sourit. « J'ai un plan. » Sarah sentit son cœur s'accélérer alors qu'elle s'approchait de la vieille porte en bois.
Elle ne savait pas ce qui l'attendait derrière, mais elle savait qu'elle devait le faire. Véronique respira profondément, essayant de calmer ses nerfs. L'entreprise d'Édouard se dressait devant elle, imposante et froide. C'était là, derrière ces murs de verre et d'acier, que se cachait la vérité. La vérité qu'elle devait démasquer pour protéger sa mère et rendre justice. « Tu es prête ?» lui demanda Camille, sa voix douce et rassurante. Véronique hocha la tête, les mains moites. « Je crois. J'ai tellement peur, Camille. »« C'est normal d'avoir peur, » répondit Camille en lui serrant l'épaule. « Mais tu es forte, Véronique, plus forte que tu ne le crois, et je suis là avec toi. » Grâce au contact de Camille, Véronique avait obtenu un poste de femme de ménage, sous le nom de Sophie Dubois. Une fausse identité, un nouveau départ, une chance de se fondre dans la masse et d'observer. Elle avait étudié les plans de l'entreprise, mémorisé les horaires, repéré les caméras de surveillance. Chaque détail comptait. Elle franchit les portes de l'entreprise, le badge de Sophie Dubois épinglé à sa blouse. L'accueil était impersonnel, le personnel affairé. Personne ne semblait la remarquer. C'était exactement ce qu'elle voulait. Son premier jour se passa sans incident. Elle nettoyait les bureaux, vidait les poubelles, écoutait les conversations. Rien de compromettant pour l'instant. Mais elle sentait la tension dans l'air, la pression qui pesait sur les employés. Le soir, elle retrouva Camille dans un café discret. « Alors ?» demanda Camille, les yeux brillants d'impatience. « Rien de spécial pour le moment, » répondit Véronique. « Mais j'ai une intuition. Quelque chose cloche. Je sens que je suis sur la bonne voie. » Camille hocha la tête. « Fais attention, Véronique. Édouard est un homme dangereux, et Marina, elle est encore pire. » Véronique frissonna. Elle avait entendu parler de Marina, la directrice financière, le bras droit d'Édouard. Une femme impitoyable, prête à tout pour protéger les intérêts de son patron. « Je sais, » dit Véronique, « mais je ne reculerai pas. Je dois le faire pour ma mère. » Les jours suivants furent une routine de nettoyage, d'observation et d'écoute. Véronique apprenait les habitudes des employés, leurs secrets, leurs faiblesses. Elle se rendait discrètement dans les bureaux après les heures de travail, fouillant les documents, les ordinateurs, à la recherche d'une preuve, d'un indice. Un soir, alors qu'elle nettoyait le bureau de Marina, elle remarqua un tiroir entrouvert. La prudence la poussa à regarder autour d'elle. Personne. Elle ouvrit le tiroir et y trouva un dossier étiqueté « confidentiel ». Son cœur se mit à battre la chamade. Elle ouvrit le dossier et commença à lire. Des relevés bancaires, des factures, des contrats, des documents qui semblaient anodins au premier abord, mais qui, une fois mis bout à bout, révélaient un schéma de fraude complexe et sophistiqué. Elle lut avec avidité, le souffle court. Elle comprenait enfin comment Édouard et Marina avaient détourné des millions d'euros, et elle avait la preuve entre les mains. Mais alors qu'elle refermait le dossier, elle entendit une voix derrière elle. « Que faites-vous ici, Sophie ?» Véronique se retourna. Marina se tenait dans l'encadrement de la porte, les yeux plissés. « Je nettoyais votre bureau, » balbutia Véronique, essayant de cacher le dossier derrière son dos. Marina s'approcha, son regard perçant. « Montrez-moi ce que vous avez dans les mains. » La peur lui glaça le sang. Elle était prise au piège. « Je ne peux pas, » dit Véronique, sa voix tremblante. Marina sourit, un sourire froid et menaçant. « Vous n'avez pas le choix, Sophie. » Véronique serra le dossier contre elle, déterminée à ne pas le lâcher. Elle savait que sa vie était en danger, mais elle était prête à se battre. Soudain, le téléphone de Marina sonna. Elle hésita, puis répondit. « Oui, Édouard ? Quoi ? D'accord, j'arrive. » Elle raccrocha et lança un regard noir à Véronique. « Vous avez de la chance. Je dois y aller. Mais je vous préviens, Sophie, je vous surveille. » Marina sortit du bureau, laissant Véronique seule, tremblante mais soulagée. Elle avait échappé de justesse au danger. Elle prit le dossier et s'enfuit du bureau, le cœur battant à tout rompre. Elle devait absolument montrer ses preuves à Camille. Dehors, dans la rue, elle sentit le vent froid lui fouetter le visage. Elle serra le dossier contre sa poitrine, un sourire déterminé sur les lèvres. Elle avait une preuve compromettante qui pourrait faire tomber Marina et Édouard. La bataille ne faisait que commencer. Véronique, le cœur battant la chamade, dévala les escaliers 4 à 4.
L'air frais de la rue lui gifla le visage, mais elle ne ralentit pas. Elle devait absolument rejoindre Camille. La vérité était entre ses mains, dans ce dossier qu'elle serrait contre sa poitrine comme un trésor. Soudain, une voiture freina brutalement à quelques mètres d'elle. Marina en sortit, le visage déformé par la rage. « Sophie, attends !» hurla-t-elle. Véronique s'arrêta net. Elle était piégée. La peur la paralysa un instant, mais la pensée de sa mère, de Camille, de toutes les victimes d'Édouard, lui donna la force de réagir. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « Ce dossier, rends-le-moi !» Marina s'avança, menaçante. « Tu ne comprends pas ce que tu fais. Tu vas tout détruire. »« C'est vous qui détruisez tout, » rétorqua Véronique, « avec vos mensonges et votre corruption. Je ne vous laisserai pas faire. » Marina la regarda, les yeux injectés de sang. « Tu crois vraiment que tu peux gagner? Tu n'es qu'une femme de ménage. Personne ne te croira. »« Peut-être, » répondit Véronique, « mais je sais que j'ai la vérité de mon côté. Et ça, c'est plus fort que tout. » Marina se jeta sur elle, tentant de lui arracher le dossier. Véronique se débattait, luttant de toutes ses forces. Elle savait que si Marina récupérait ses preuves, tout serait perdu. Dans la lutte, le dossier s'ouvrit et une photo tomba sur le trottoir. Une photo de Marina et d'Édouard, souriant, en train de brûler des documents. Véronique vit la panique dans les yeux de Marina. C'était sa chance. « Alors, Marina ?» lança-t-elle. « C'est ça la vérité? C'est ça votre justice ?» Marina, hors d'elle, tenta de piétiner la photo. Véronique l'en empêcha en la poussant violemment. Marina trébucha et tomba au sol. « Ne bougez plus !» cria Véronique. « J'appelle la police. » Marina se releva, le visage livide. « Tu ne comprends pas, Sophie. Édouard est puissant. Il nous détruira tous les deux. »« Je ne suis pas Sophie, » corrigea Véronique, le regard dur. « Je m'appelle Véronique et je n'ai plus peur de vous. » Elle sortit son téléphone et commença à composer le numéro de la police. Marina la regarda, désespérée. « Attends, je peux t'expliquer, » supplia-t-elle. « Je l'ai fait pour Édouard. Je l'aime. » Véronique hésita. Elle voyait la souffrance dans les yeux de Marina. Elle comprenait son amour, même si elle ne pouvait pas approuver ses actes. « Vous avez le choix, Marina, » dit Véronique, sa voix douce mais ferme. « Vous pouvez continuer à mentir et à vous enfoncer, ou vous pouvez dire la vérité et essayer de vous racheter. » Marina resta silencieuse pendant un long moment, les yeux fixés sur le sol. Puis, elle leva la tête et regarda Véronique droit dans les yeux. « Je vais tout avouer, » murmura-t-elle. « Je vais dire toute la vérité à la police. » Véronique sentit un poids énorme se soulever de ses épaules. Elle avait gagné. La vérité allait enfin éclater au grand jour. Mais au fond d'elle, elle ressentait aussi un pincement de compassion pour Marina. La justice était en marche, mais à quel prix? Elle baissa son téléphone. « Alors, commencez, » dit-elle. « Dites-moi tout. » Marina prit une profonde inspiration et commença à raconter son histoire. Une histoire de mensonges, de trahison et d'amour fou. Une histoire qui allait changer leur vie à jamais. Véronique écoutait attentivement, le cœur lourd. Elle savait que cette confession n'était que le début d'une longue et douloureuse épreuve. Mais elle était prête. Elle était prête à affronter la vérité, même si elle faisait mal. Elle était prête à se battre pour la justice, même si cela signifiait pardonner à ceux qui lui avaient fait du mal. Car au fond d'elle, elle savait que le pardon était la seule voie vers la rédemption. Et c'est peut-être ça, la véritable victoire. Marina termina son récit, les larmes ruisselant sur ses joues. Véronique, malgré tout, sent une vague de compassion la submerger. Elle avait imaginé ce moment différemment, avec plus de colère, de revanche. Mais face à la douleur palpable de Marina, elle ne peut que ressentir une profonde tristesse. « La police arrive !» dit Véronique, sa voix douce. « Il faut que tu sois prête. » Marina hoche la tête, incapable de parler. Le silence s'installe, lourd de conséquences. Au loin, les sirènes se font entendre, se rapprochant inexorablement. Véronique fixe Marina, cherchant un signe de regret sincère. Elle le voit dans ses yeux rougis, dans ses mains tremblantes. Les policiers arrivent, l'appréhendent avec douceur mais fermeté. Marina ne résiste pas. Elle se laisse emmener, le regard vide. Véronique la regarde partir, le cœur partagé entre la satisfaction d'avoir obtenu justice et la tristesse de voir une vie brisée. Quelques jours passent. La nouvelle de l'arrestation de Marina et des aveux qu'elle a faits
éclate comme une bombe. Le scandale est immense. Les médias s'emparent de l'affaire, déballant les détails sordides de la corruption d'Édouard. Véronique est contactée par les journalistes, mais elle refuse de commenter. Elle n'est pas en quête de gloire. Elle veut juste que la vérité éclate et que la justice soit rendue. Édouard, pris au piège, tente de se défendre, de minimiser ses actes, mais les preuves sont accablantes. Il est mis en examen et son image est détruite. Véronique, de son côté, est réhabilitée. Son honneur est restauré. Les gens la regardent différemment, avec respect et admiration. Elle est devenue un symbole de courage et de vérité. Un matin, elle reçoit un appel d'Édouard. Sa voix est brisée, méconnaissable. « Véronique, dit-il, je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je voulais te dire que j'ai compris la valeur de ce que j'ai perdu. J'ai compris la valeur de la vérité. » Véronique écoute en silence, sans l'interrompre. « Je sais que ce n'est pas suffisant, continue Édouard. Mais je voulais que tu saches que je suis prêt à assumer mes responsabilités. Je suis prêt à tout faire pour réparer mes erreurs. » Véronique sent une émotion étrange l'envahir. Elle ne sait pas si elle peut lui pardonner, mais elle entend la sincérité dans sa voix. « Je ne sais pas quoi te dire, Édouard, » répond-elle, « mais je te remercie d'avoir reconnu tes erreurs. » Elle raccroche, le cœur lourd. La justice est en marche, mais elle se rend compte que ce n'est pas toujours suffisant. Il faut aussi de la compassion et du pardon. Elle repense à Marina, à sa douleur, à ses regrets. Elle comprend qu'elle aussi a besoin de pardon. Elle décide d'aller lui rendre visite en prison. Elle la trouve abattue, rongée par la culpabilité. « Marina, » dit Véronique, « je suis venue te dire que je te pardonne. » Marina la regarde, les yeux remplis de larmes. « Je ne mérite pas ton pardon, murmure-t-elle. »« Peut-être pas, » répond Véronique, « mais je te le donne quand même, parce que je sais que tu as souffert, et parce que je crois que tout le monde a droit à une seconde chance. » Marina se jette dans ses bras, pleurant à chaudes larmes. Véronique la serre fort contre elle, sentant la douleur de l'autre s'apaiser un peu. En sortant de la prison, Véronique se sent plus légère. Elle a pardonné à Marina et elle a aussi appris à se pardonner à elle-même. Elle a accepté son passé, ses erreurs, ses faiblesses. Elle a compris que le pardon est la clé de la rédemption. Quelques semaines plus tard, Édouard la contacte à nouveau. Il est sorti de prison et il a décidé de se consacrer à la lutte contre la corruption. « Véronique, dit-il, je sais que tu ne me fais pas confiance, mais je voudrais te proposer de travailler à mes côtés. Je sais que tu es la personne idéale pour m'aider à réparer mes erreurs. » Véronique hésite. Elle ne sait pas si elle peut lui faire confiance, mais elle voit la sincérité dans ses yeux et elle se dit que tout le monde a droit à une seconde chance. « Je vais y réfléchir, Édouard, » répond-elle. Elle raccroche, le cœur rempli d'espoir. La route est encore longue, mais elle sait qu'elle est sur la bonne voie. Elle a trouvé sa voie, sa mission. Elle va se battre pour la justice, pour la vérité, pour un monde meilleur. Et elle va le faire avec courage, avec compassion et avec pardon. Car au fond d'elle, elle sait que c'est la seule voie vers la rédemption. Véronique resta immobile, la proposition d'Édouard résonnant dans sa tête. Travailler avec lui, l'homme qui l'avait si profondément trahi. L'idée semblait absurde, presque sacrilège. Pourtant, elle voyait la sincérité dans ses yeux, la détermination à expier ses fautes. Et si, en travaillant ensemble, ils pouvaient réellement faire une différence, démanteler des réseaux de corruption, protéger les innocents? Elle pensa à sa mère, Marie, qui l'avait toujours encouragée à voir le bien chez les autres. Elle pensa à Marina, qui avait trouvé le courage de se repentir. Le pardon, c'était peut-être ça, finalement, donner une chance à ceux qui voulaient changer. « D'accord, Édouard, dit-elle finalement, sa voix ferme malgré l'incertitude qui persistait au fond d'elle. « J'accepte ta proposition, mais à une condition, la transparence totale. Je veux tout savoir, tout comprendre, et si je vois la moindre trace de manipulation ou de mensonge, je partirai. » Édouard acquiesça, soulagé et reconnaissant. « C'est juste, Véronique. Je te le promets, je ne te décevrai pas. » Ainsi commença une nouvelle phase de la vie de Véronique. Elle travailla aux côtés d'Édouard, dénonçant la corruption, aidant les victimes de l'injustice. Elle découvrit une force qu'elle ne soupçonnait pas, une capacité à inspirer les autres.
Les gens la voyaient comme un symbole d'espoir, une preuve que même les plus invisibles pouvaient faire une différence. Elle rencontra d'autres femmes de ménage, d'autres employés exploités, d'autres personnes marginalisées. Elle les écoutait, les conseillait, les encourageait à se battre pour leurs droits. Elle leur disait que leur voix comptait, que leur existence avait de la valeur. Un jour, elle reçut une lettre de Marina. Elle était sortie de prison et travaillait dans un centre d'aide aux femmes victimes de violences. Elle remerciait Véronique pour son pardon qui lui avait permis de se reconstruire et de trouver un sens à sa vie. « Tu m'as sauvée, Véronique », écrivait Marina, « et je te suis éternellement reconnaissante. » Le temps passa. Véronique et Édouard continuèrent leur combat contre la corruption, avec succès. Ils créèrent une fondation pour aider les victimes, pour les soutenir financièrement et juridiquement. Ils devinrent des figures respectées et admirées. Un soir, Édouard prit la main de Véronique et la regarda dans les yeux. « Véronique, dit-il, sa voix remplie d'émotion, tu as changé ma vie. Tu m'as montré ce que signifie vraiment la justice, la compassion, l'amour. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Il sortit une bague de sa poche. « Veux-tu m'épouser, Véronique ?» Les yeux de Véronique s'emplirent de larmes. Elle n'avait jamais imaginé un tel bonheur. Elle avait trouvé l'amour, la reconnaissance, le respect. Elle avait trouvé sa place dans le monde. « Oui, Édouard, » répondit-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Oui, je le veux. » Le mariage eut lieu quelques mois plus tard. Marie était là, rayonnante de fierté. Léa était là, souriant de bonheur. Marina était là, les yeux remplis de larmes de joie. Véronique, vêtue d'une magnifique robe blanche, se sentait transformée. Elle n'était plus la femme de ménage invisible et opprimée. Elle était une femme forte, déterminée, aimée. Elle avait trouvé sa voie, sa valeur. Elle savait que la route serait encore longue, que les défis seraient nombreux. Mais elle savait aussi qu'elle n'était pas seule. Elle avait l'amour d'Édouard, l'amitié de Léa, le soutien de Marie. Et surtout, elle avait la force de son propre cœur. En regardant l'avenir, Véronique sentait un immense espoir. Elle savait qu'elle pouvait faire une différence, qu'elle pouvait aider à construire un monde plus juste, plus équitable, plus humain. Elle avait trouvé l'élixir, le courage de dire la vérité, la force de lutter pour la justice, la compassion de pardonner, l'amour de se donner aux autres. Et elle était prête à le partager avec le monde entier. Véronique continua d'inspirer ceux qui l'entouraient, les encourageant à trouver leur propre voie et à se battre pour leurs convictions. Son histoire devint une légende, une source d'espoir pour tous ceux qui se sentaient invisibles et opprimés. Elle avait prouvé que même la plus petite des voix pouvait résonner et changer le monde. Elle avait trouvé sa place, non pas en effaçant son passé, mais en l'embrassant et en le transformant en une force pour le bien. Son voyage, autrefois marqué par l'invisibilité, était désormais illuminé par la lumière de la vérité, de la justice et de l'amour. Et cette lumière, elle la partageait avec tous ceux qui croisaient son chemin, les guidant vers un avenir meilleur, un avenir où chacun aurait sa place et où la voix de chacun serait entendue.